Alors, la première observation, c'est qu'il va falloir développer tout ce bazar-là. On va y aller. Muté de A. Une exponentielle 1, ça va. Le terme d'ordre 1, A alpha dx. Le terme d'ordre 1, il y a moins A2, alpha carré sur 2 dt. Bon, enfin, ça c'est la partie facile, et on reconnaît qu'on est habitué au martingale, mais peu importe. Et ensuite, on a un terme d'ordre 2. Dans les termes d'ordre 2, le dx, c'est comme du racine de dt. Donc dx dt, c'est du dt 3,5, c'est un petit taux de dt. dt au carré, c'est un petit taux de dt. Mais il y a du dx carré. Donc il y a un terme d'ordre 2. Ce terme d'ordre 2, c'est quoi? C'est plus 1,5 de A2 alpha 2 dx carré. Et donc j'ai dit que ça et ça, c'était la même chose. Donc j'ai 1 plus alpha dx. Donc ça va. Divisé par l'intégrale de muté, même chose, l'exponentielle, je vais remplacer par 1 plus b alpha dx. Mais attention, il y a un moins 1. Et il y a deux termes. Bien. Donc maintenant, on fait un développement limité de ce bazar-là. Alors, l'intégrale de muté, j'aurais dû le dire, puisque l'intégrale de muté, c'est normalisé, c'est 1, donc je vais réécrire, pardonnez-moi, le dénominateur sous la forme de 1 plus l'intégrale de b mu alpha dx. On va essayer de faire ça proprement, et ça, c'est divisé, il n'y a pas donc de moins 1. J'ai mis la barre. Voilà, à peu près correct. Bien, donc ensuite, qu'est-ce que l'on va obtenir? Donc on va bien sûr obtenir muté de A, que je vais faire passer de l'autre côté, et ça fera mon démuté. Donc muté plus dt moins muté de A, ça fait démuté. Démuté égale, j'ai muté de A fois ce qui reste, le 1 étant disparu, le 1 étant parti. Oui, enfin, bon. Le terme du premier ordre, il y a A alpha dx, et il y a, comme c'est divisé, moins l'intégrale de b mu alpha dx. Évidemment, on reconnaît là le premier terme en dx. C'est correct. Ensuite, on va avoir un premier terme d'ordre 2 qui est lié au moins 1 et un terme qui est lié au fait que j'ai un dx ici et que j'ai un terme d'ordre 1 ici en dx qui vont interagir et créer du dx carré qui est du dt. Donc j'ai deux termes de plus, un terme qui est le croisement de ces deux termes stochastiques avec la division, et l'autre terme qui est que comme j'ai une opération non linéaire, il faut que je regarde le deuxième ordre. Le deuxième ordre, donc c'est la fonction 1 sur 1 plus x. Donc 1 sur 1 plus x, quelques erreurs de calcul près, c'est 1 moins x plus x2. Développement limité. Donc le terme que je vais récupérer après, c'est muté. Il y a toujours muté, bon ça je l'ai mis en facteur, mais ça va être l'intégrale de b mu carré alpha 2 dx carré, c'est du dt. Ça, c'est ce terme-là. Et enfin, le terme croisé, qui est le terme d'ordre 1 ici et le terme d'ordre 1 dans sens inverse, c'est-à-dire avec le signe moins. Et donc, c'est moins A intégrale de B mu alpha 2 dt. C'est beaucoup plus simple à faire quand on sait le résultat auquel on doit obtenir.
Donc voilà pourquoi on récupère ces deuxièmes termes. Donc vous voyez qu'en termes d'homogénéité, si vous pensez que A a une certaine longueur de paramètres, une certaine dimension de paramètres, ça c'est de degré 1 et ça c'est de degré 2. Et évidemment ça se reflète dans le alpha parce que A ou A alpha c'est un peu la même chose. Si vous pensez que le contrôle alpha t est une constante, A alpha vous pouvez l'appeler A, enfin un nouveau A. Donc la cohérence, donc ça c'est déjà relativement cohérent. Que ça soit une équation multiplicative et tout ça c'est multiplié par mu, pardonnez-moi, il manque un mu ici, et totalement logique puisqu'on est en train de faire un apprentissage au vu d'informations qui sont liées aux accroissements et que les accroissements sont entre guillemets indépendants. Bien. Ensuite, c'est une équation qui n'a pas l'air très très méchante, mais qui n'est pas non plus ultra simple. En effet, c'est une équation, c'est une brave équation différentielle stochastique. On a un processus dont on connaît, qui est une semi-martingale, dont la partie, la variation quadratique est celle d'un brownien. Donc, c'est essentiellement comme un brownien. Bon. Donc, on a une équation différentielle stochastique pour la densité en A, et évidemment, ça dépend du paramètre A, et tout est couplé à travers des valeurs moyennes. Mais on ne peut pas fermer l'équation sur les valeurs moyennes, parce que si vous essayez de fermer sur la valeur moyenne, si vous écrivez l'intégrale de A mu, vous aurez besoin de l'intégrale de A carré mu. Et l'intégrale de A carré mu, enfin, c'est la cascade des moments habituels. Donc ça ne se ferme pas, sauf dans un cas particulier, dans deux cas particuliers. Donc, première observation, c'est une évolution en dimension infinie. La justification de ceci, j'écrirai une solution explicite dans un instant, donc ce n'est pas trop la peine de se lancer dans la théorie de cette équation. Bien. Quand vous voyez ça, on repère, en y réfléchissant un tout petit peu, l'objection fondamentale qu'on fait aux bayésiens. Il y a eu pendant très longtemps en statistique une sorte de guerre de religion entre les bayésiens et les non-bayésiens. Et c'était vraiment une guerre de religion, parce que l'insulte suprême, c'était de dire d'un statisticien que c'était un bayésien. Lesquels répondaient que les non-bayésiens, ils font n'importe quoi. Donc ça volait haut. Maintenant, on est arrivé au constat que les méthodes bayésiennes, c'est gentil, mais c'est hyper lourd, et que donc la vérité est entre les deux. Et donc, c'est un débat qui n'a plus lieu d'être, sauf parmi ceux qui n'ont toujours rien compris et qui sont toujours 30 ans en arrière sur des guerres de religion stériles. Il y en a encore quelques-uns. Les dinosaures existent toujours, contrairement à ce qu'on dit. Bien. Donc on s'en fout, c'est du passé, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce que j'apprécie dans l'approche bayésienne, c'est que les règles du jeu sont claires. Qu'ensuite, pour des raisons numériques, on soit amené à faire des raccourcis, simplifier, prendre des idées qui viennent d'ailleurs, c'est une évidence. Mais qu'au démarrage, si on veut poser, si on veut savoir exactement quelles sont les hypothèses, ce qui relève des hypothèses et ce qui n'en relève pas, j'ai une certaine faiblesse pour l'approche générale. Et donc, néanmoins, il y a une critique qui est faite assez systématiquement et qui est très vraie et qu'on peut voir tout de suite apparaître, c'est que apprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que muter, quand t grandit, devrait nous donner, nous révéler la vraie valeur de la vitesse moyenne de xt. Nous révéler une valeur. Et il n'y en a qu'une, la vraie.
ou une proba. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que muté, donc normalement, on espère qu'il tende vers une masse de Dirac. Okay, en faisant une hypothèse sur l'évolution de dx. Bon. Vous regardez ça, vous vous dites, imaginez que dx, ce soit une fois dt plus dw, alpha égale à 1, on n'en parle plus. Pourquoi ça converge vers une masse de Dirac en 1? Puis on réfléchit 30 secondes et on se dit, de toute façon, ça ne peut pas toujours converger vers une masse de Dirac en 1, parce que vous voyez que comme c'est multiplicatif, le support de muté, il est de toute façon contenu dans le support de mu s pour tous les t plus grands que s. C'est-à-dire que le support, il ne fait que décroître. Il ne peut pas croître. D'accord? Donc en particulier, le support de muté, il est contenu dans le support de mu0, qui est un des éléments de vos hypothèses, de votre hypothèse initiale. Donc si vous êtes planté dans votre hypothèse initiale, ben, ce que vous apprendrez, ce ne sera pas la vérité. Leçon d'une portée incroyable. Mais c'est assez réaliste. Bon. Donc, ça, c'est une objection que l'on fait beaucoup à l'approche bayésienne, et c'est vrai que c'est une véritable objection. Bon. Alors là, ce n'est pas très gênant. On dit, bah, si vous prenez une gaussienne, tout est dans le support, et donc, ça va, ce n'est pas une objection. Alors, justement, à propos de gaussienne, et on le verra dans un instant, donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, c'est que modulo ceci, qu'est-ce qui se passe quand t tend vers l'infini? En supposant, par exemple, que alpha t est une constante, et que dxt égale, donc j'ai un niveau d'effort constant, c'est mon alpha, il y a une vraie valeur que je baptise grand A pour dxt. Et ben, quand t tend vers l'infini, comment mu t et grand A sont reliés? Question de maths. Bon, alors, je vais vous raconter mes réponses. Je n'ai pas exploré systématiquement la littérature, il y a plein de choses comme ça, des choses comme ça, mais c'est souvent en temps discret. Hein. Vous trouverez beaucoup plus de choses sur l'apprentissage bayésien avec des temps discrets que des temps continus. Donc, disons que ça doit bien être connu, c'est une manière toujours commode de dire, bon, hein, et que j'ai la flemme de rechercher et que je vais vous présenter ma compréhension de la chose. Mais auparavant, comme ça va rendre les démonstrations précédentes nettement plus simples, ben, c'est que je ne sais pas à vous, mais quand on fait le développement, on a envie de se dire qu'il y a plein de termes qui sont apparus, tous les termes qui sont là, et ce terme-là, qui sont apparus parce qu'on a normalisé, parce qu'on a divisé par l'intégrale. Donc c'est juste parce que c'est à une constante près qu'on n'a pas qu'un seul terme dans l'équation. Donc, quid de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution non normalisée? Alors tout ça, ça sera la différence entre Zakai et Kouchner en information partielle plus tard. Mais là encore, hein, quand on a le nez dans le guidon, j'ai repéré ça après l'avoir fait. Donc, je vais introduire une autre chose. C'est quoi tous les termes qui sont apparus à cause de la division de la normalisation par une constante? C'est simplement de dire que je regarde l'évolution nu t alpha dx. Oh, il y a un A quand même, alpha A. Beaucoup plus simple. Avec, je peux partir de la même condition initiale, ça, c'est pas très grave. Ou pas, mais enfin. Eh bien, au passage, nu t, on le connaît explicitement, c'est donné par exponentielle de donc enfin explicitement, c'est A fois l'intégrale de 0 à t de alpha s et xs.
moins 1,5 de A2, l'intégrale de 0 à t de alpha s carré ds. C'est ça que j'appelle explicite, c'est que vous avez une formule. Ensuite, quand je voudrais analyser le comportement quand t tend vers l'infini avant de faire du contrôle, et puis après faire du contrôle, normaliser, comprendre le comportement, ben, je prendrai un niveau d'intensité constant et dire est-ce que j'apprends ou pas le grand A. Donc là, ça sera encore plus simple parce que le alpha deviendra une constante. Et je veux voir aussi la relation entre l'effort et la vitesse d'apprentissage. Donc non seulement je veux comprendre si oui ou non il y a apprentissage, et ensuite je veux dire que c'est en accélérant très fort que je comprends vraiment mieux, plus vite, comment, si je vais à vitesse très lente, que j'appuie très peu sur la pédale d'accélérateur, je ne vais pas apprendre grand-chose sur la manière dont ça réagit. En revanche, si j'appuie des grands coups, je vais voir. Donc la relation entre le niveau d'effort et l'apprentissage. Parce que là, on va voir un trade-off, c'est que quand il va falloir payer les efforts, il y aura d'une part le niveau d'effort qui va améliorer l'apprentissage, mais qu'il faudra payer dans le coût optimal. Donc on verra bien qu'il y aura un compromis apprentissage-consommation. J'anticipe. Donc, on en est là sur cette équation. Y a-t-il un rapport maintenant entre cette équation et de dire qu'est-ce qui se passe si j'écris mt égale nut divisé par l'intégrale de nut de b db. Après tout, tout ceci c'était multiplicatif, tout est normalisation. Est-ce que toutes les constantes ne se multiplient pas entre elles pendant que les nutés se multiplient entre eux me donnent simplement cette exponentielle? Ce n'est pas évident. Est-ce que les choses s'emboîtent bien? La réponse ici est oui. Eh bien, donc là, on refait exactement le même calcul. Donc, dmt, qu'est-ce que c'est? C'est dnut divisé par l'intégrale de nut db, moins d de l'intégrale de nut multiplié par nut, moins nut divisé par l'intégrale de nut carré, d de l'intégrale de nut. Et puis, ce que vous allez avoir ensuite, c'est moins d de la variation quadratique croisée. Et puis encore un morceau qui manque, nut l'intégrale de nu. Et puis toujours pareil, il y a d du 1, et donc ça fait plus 1 sur l'intégrale de nut, et donc ça c'est divisé par l'intégrale de nut carré. Et puis ça c'est 1 sur nu carré, et là ce que vous avez c'est le d nu, la variation quadratique. Bon, je vais faire simple, mais vous voyez bien que le d nu, ça me fait mon a nu moins la moyenne de nu divisé par l'intégrale de nut. Je récupère bien que les premiers termes, je vais vite, parce qu'on a déjà fait une fois le calcul, donc je vais récupérer alpha fois m fois a moins l'intégrale de am dx. Toutes les choses se déroulent bien. Et lorsque vous avez ces deux termes, eh bien là, vous allez récupérer à nouveau l'intégrale de b mu au carré, et toutes les choses se normalisent, et ça devient des équations en m, puisque, effectivement, j'ai divisé par la masse totale. Donc on fait le calcul tranquillement, mais on récupère bien exactement la même équation. Donc ça, je pense que ce n'est pas déraisonnable, donc là c'est un b plutôt, moins l'intégrale de bm, a moins l'intégrale de bm, fois m. Il y a un alpha 2, il y a un dt, et le compte y est. Bien. Donc de sorte que l'on récupère la même équation, donc si vous imaginez qu'il y a unicité de cette équation, et ça se démontre, vous en déduisez donc mu t, et donné est égal à mt. En d'autres termes,
que mu t, et j'écris toutes mes informations ici, est simplement donné par nu t divisé par l'intégrale de nu t dB, où nu t, ou d nu t, est égal à nu t alpha dx. Ouais, donc là, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Bon, il y a des raisons pour lesquelles ça se passe, et on le comprendra plus tard dans la formation partielle, où l'équation d'évolution non normalisée est très très simple, alors que l'équation normalisée de Kouchner est abominable. Ici, dans cet exemple très simple, ce n'est pas abominable, mais c'est déjà passablement plus compliqué. Donc on a déjà vu l'objection sur les hypothèses a priori. Et donc avant de faire ouais, si je vais peut-être en quel ordre je vais faire les choses? Allez. Donc a priori, on voit qu'on a une évolution dans l'espace des probas sur RD, ça c'est pour la vision mu, et dans les mesures bornées positives de RD, ça c'est la vision nue. Alors, il y a deux cas particuliers, donc une évolution dans un espace de dimension infinie. Il y a une observation là-dedans, c'est que non seulement les hypothèses de départ sont toujours conservées, ne peuvent pas être améliorées. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en disant si je me trompe au démarrage, je ne pourrai jamais corriger cette erreur. Une manière encore plus précise mathématiquement de dire les choses, c'est que si vous vous restreignez à des mesures de proba, donc tout ce que vous faites en mu, vous pouvez le faire en nu, hein, qui ont une densité par rapport à une même mesure de proba. Et donc maintenant, F est dans L2 de M, dm, enfin de M, avec le poids M. Ce sera une manière d'introduire un espace de Hilbert. En tout cas, vous avez une évolution en F. Donc je reviendrai là-dessus. Mais si vous avez une densité par rapport à une mesure, et la même chose avec un nu qui serait un G, et puis je ne sais pas comment le N, F dans L1 ou dans L2, peu importe, je prends L2 parce que plus tard, ce sera plus agréable de travailler dans L2. Mais F dans L1 suffit. Donc si vous avez une densité par rapport à une même mesure de proba, ou la même chose, une densité entre mesures, eh bien, l'évolution, grâce à cette forme produit, va clairement respecter cette propriété. Et donc, vous allez avoir une évolution en F, une évolution en G. OK. Mais ça reste toujours de dimension infinie. Mais en tout cas, ça montre bien l'histoire des supports et de manière plus globale qu'on peut apprendre réellement, totalement quelque chose que si c'était contenu dans l'espace des possibles dans mon hypothèse de départ. Alors, il y a deux cas où la réduction en dimension finie se produit. Le cas classique de l'apprentissage, donc c'est des histoires où les lois sont compatibles entre la loi initiale. Alors ça a un nom. Yves, tu te souviens de comment ça s'appelle? C'est pas des paires compatibles. Comment ça? Il est où, Yves? Tu sais plus, hein, parce que pour un mouvement brownien, bah, c'est les gaussiennes. Pas surprenant. Quand on a un mouvement quand on a un bruit poissonien, c'est des lois bizarroïdes qui sont compatibles.
La compatibilité en question, ça a un nom, j'ai oublié ce nom, ça me reviendra. Donc, bah oui, la remarque, c'est que si mu0 est une gaussienne, donc qu'est-ce que ça veut dire être une gaussienne? Ça veut dire exponentielle moins a moins, je vais l'appeler comment celui-là? Ouais, allez, moins A0 carré sur 2. Et comme ça tend vers des masses de Dirac, plutôt que d'avoir des choses, je préfère prendre l'inverse de la variance, donc je mets un lambda ici. Et puis, vous normalisez. Donc c'est 2pi sur lambda à la puissance d sur 2. Bon. Alors c'est beaucoup plus simple de regarder les choses en nu. Parce que vous voyez que ce que vous avez fait, c'est mettre... je vais faire simple, je vais faire comme si alpha était constant, mais le calcul est le même. Donc la formule que j'ai malheureusement effacée était quelque chose comme e puissance a alpha xt, lorsque les alphas sont constants, moins 1,5 de a2 alpha 2 t, fois nu 0. D'accord, donc ça c'est l'aspect non normalisé. Donc ben, vous multipliez les gaussiennes, donc vous voyez que ça c'est nu, et mu c'est nu divisé par l'intégrale de nu. Dans la normalisation, je m'en fous. En tout cas, ce que vous voyez, c'est que le résultat, c'est un produit de gaussienne, donc c'est bien une gaussienne, en A, qui dépend de xt, c'est-à-dire qui est lui-même un processus stochastique, mais c'est un paramétrage en xt. Donc c'est une gaussienne en A. Cette gaussienne, quelle est-elle? Il suffit d'identifier l'inverse de sa variance et d'identifier son centre. Bon, ça, on va le voir rien qu'avec les numérateurs, on oublie les normalisations. Donc on a e puissance a alpha xt, moins 1,5 de a2 alpha 2 t, qui est multiplié par e puissance a moins a0 carré sur 2, multiplié par lambda. Et ça, je voudrais que ça soit égal à une constante près, à c fois e puissance moins a moins un certain at au carré sur 2, multiplié par lambda t, avec une certaine normalisation, bien sûr, donc d'où la constante. Bien, alors vous voyez qu'avec les exponentielles et tout le tintouin, il suffit d'identifier les termes linéaires, les termes et les termes en a carré. Alors les termes en a carré, qu'est-ce que ça me donne? Donc gaussienne reste gaussienne, je vais l'écrire là-bas. Eh bien, les termes en a carré, d'un côté, vous avez lambda t à lambda t, oui, avec, il y a des signes moins partout, divisé par 2, qui doit être égal à lambda sur 2, plus A2 alpha 2 sur 2t. Donc, je récapitule ce que l'on est en train d'établir. Donc, gaussienne, donc là, dans les remarques, c'est que, je reprends, si mu0 est une gaussienne, donc je le réécris ce que j'ai réécrit là-bas, e puissance moins a carré, a0 carré, lambda sur 2, divisé par l'intégrale, normalisé. Alors, mu t est une gaussienne, et que l'on a que lambda t est donné par cette formule-là,
Donc maintenant, je vais vraiment l'écrire de manière différentielle et cela va faire apparaître l'évolution générale avec un alpha qui pourrait dépendre du temps. Je ne l'ai pas vraiment démontré, mais enfin, vous imaginez que maintenant, il faut le faire en variation au lieu de le faire d'un coup comme si alpha était constant, et vous récupérez que d lambda t est égal à... Il n'y a pas de A2. Le A2, il est commun à tous ces trois termes. Eh bien, d lambda 2 est égal à alpha 2 dt. Lambda 0 égale la valeur initiale. Lambda 0, je n'ai même pas besoin, les notations sont cohérentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aller vers une masse de Dirac? Ça veut dire que, bien entendu, vous resserrez votre gaussienne, hein, qui crée ainsi une masse de Dirac. Ça veut dire que lambda tend vers l'infini. Quand le temps grandit, lambda tend vers l'infini. Bon, si vous ne faites aucun effort, vous n'apprenez rien, parce qu'évidemment, vous ne sentez pas le paramètre. Mais dès que vous faites un effort, lambda tend vers l'infini. Et d'ailleurs, on voit que la concentration à une gaussienne est d'autant plus rapide que alpha est grand. C'est même proportionnel au carré de alpha. Bien, cohérent. Quid de la quantité en A? Donc il va falloir égaliser les termes en A. J'ai toujours un trouble là-dessus parce que donc je vais trouver que AT, lambda T, ça c'est le terme qui est en A, est égal à lambda à 0. En fait, c'est un lambda 0 à 0. Plus alpha xt. Bien. OK. Donc, ce que je vais récupérer, c'est DAT va être égal à alpha. DAT est égal à alpha dxt sur lambda t, d de xt sur lambda t, pardonnez-moi, de sorte que, comme on connaît déjà les lambda, ça fait alpha t sur lambda dxt, et puis moins alpha t xt des lambda t sur lambda t carré. Là, il y a un truc qui ne va pas, là. Du alpha cube, je commence à fatiguer, là. Ça me choque, mais bon, je corrigerai après. Moins alpha t dxt divisé par lambda t carré d lambda t, alpha t carré dt. Je vais mettre des lambda t comme ça. De toute façon, on va garder les termes qui me paraissent corrects. Un petit trouble là-dessus, bon, ça me reviendra ou pas. Bon, je vais continuer, de toute façon, je n'en ai pas besoin dans l'immédiat. Donc, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, donc, vous voyez qu'on est ramené, là, je l'ai fait un peu vite, on est ramené à une équation où on observe des x et les paramètres de la gaussienne évoluent assez naturellement. Celui-là, on comprend bien pourquoi ça va se resserrer vers une gaussienne. Pourquoi, dans cette équation, on va repérer le bon centre, ça n'a rien d'évident. On y reviendra plus tard. C'est-à-dire plus tard, voulant dire la semaine prochaine. Probablement, oui, certainement. Le deuxième cas particulier que je veux indiquer, dans lequel la situation se simplifie, c'est un cas où les hypothèses qui sont faites sont purement discrètes. Qu'est-ce que ça veut dire discrète? Ouais, je ne voulais pas effacer ça, tant pis.
Je vais garder celui-ci. Alors, dire qu'on fait des hypothèses discrètes, c'est simplement dire que je suppose que mu0 est une somme de 1 à grand K de mu I delta AI. Je mets des hypothèses sur les probas. En fait, je pourrais prendre toutes les probas égales entre elles. Puisque de toute façon, en fait, ce que ça va essayer de faire, c'est de choisir le meilleur point dans la discrétisation. Donc, à moins que l'on sache, qu'il y a plus de chances que ce soit un de ces points-là que d'autres, autant mettre tous les points égaux. Mais quoi qu'il en soit, mathématiquement, on met une combinaison telle de masse de Dirac. Ce que je vous ai raconté en disant, bien, on garde une densité par rapport à la condition initiale, par rapport à cette somme de masse de Dirac, veut dire que mu t va à ce moment-là être automatiquement, je vais mettre les i en haut, va être automatiquement une somme de i égale 1 à k de mu it delta ai, mais aussi que nu t est une somme de i égale 1 à k de nu it delta ai. Et que mu it, c'est simplement la normalisation, hein, c'est mu it, c'est nu it divisé par la somme des nu j. Donc, franchement, autant regarder les nus, hein, puisque l'équation est simple. Maintenant, l'équation, je ne l'ai pas effacée de justesse. Les masses de Dirac, elles ne bougent pas. En revanche, l'intensité des masses de Dirac sur les nus, elle bouge. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez simplement que d nu it est égal à nu it, ça certainement. Quand j'ai écrit ça, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Il y a un A qui manque là. Hein, et je l'ai bien écrit ici, A alpha xt moins 1,5. Mais quand j'ai reporté sur le tableau, j'ai oublié le A. Parce que sinon, il n'y aurait aucune dépendance de la mesure. Donc ça dépend de A. Donc excusez-moi, c'est ça l'équation sur nu t quand je l'ai reporté. C'est nu t alpha A dx. Alors, donc j'en étais là, nu it, et là j'ai mon alpha t, et A c'est AI parce que c'est une masse de Dirac en A fois dx. Donc j'ai K équations, les mu, il faut renormaliser par la somme des coefficients. J'ai K équations qui ont le même contrôle, en tout cas cette dimension finie. Dont la taille, avec la taille qui est le nombre de points que j'ai mis dans les masses de Dirac. OK. Donc voilà les deux cas particuliers, et je pense les deux seuls cas particuliers, où l'évolution en dimension infinie qui est à travers d nu t égale ceci et mu t est égal à nu t divisé par l'intégrale de nu t b db, où cette évolution se réduit à une évolution en dimension finie. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce qu'il me reste à faire, c'est est-ce qu'on apprend vraiment ou pas? Et qu'est-ce qui se passe lorsque je fais les mauvaises hypothèses? Okay. Ensuite, ce que je ferai, ce sera de maintenant qu'on aura une évolution, qu'on comprendra un tout petit peu ce que fait l'apprentissage, on se posera la question d'après, c'est OK, on a l'apprentissage, technique classique, bayésien, technique classique, on branche ça avec le contrôle, et que on sent bien qu'il y aura un compromis entre le coût de l'effort et la vitesse d'apprentissage. Bien. Alors, on y va. Donc, maintenant, j'ai une nouvelle section, je vais parler de apprentissage, point d'interrogation.
Donc pour ce faire, je vais dire alpha t égale constante. Une constante, une intensité, donc différente de 0. En fait, on peut se rendre compte assez facilement que tous les résultats doivent être pairs par rapport à alpha. Mais bon, ça c'est des questions d'invariance du mouvement brownien. C'est que moins un mouvement brownien, c'est toujours un mouvement brownien. Donc on pourrait très bien aussi bien supposer que alpha est strictement positif. Bien. Donc je suppose que alpha est donné par une constante. Et la formule que j'ai écrite tout à l'heure, c'est que mu t est donné. Donc écrivons-la assez explicitement. C'est mu0 exponentielle. Ici, qu'est-ce que l'on va avoir? A alpha xt moins 1 demi de A2 alpha 2 t divisé par l'intégrale de l'exponentielle de b alpha xt moins 1 demi de A2 alpha 2 t, c'est-à-dire B2 alpha 2 t, d mu 0. Et l'apprentissage, ça va être de dire que xt, je vais supposer que c'est un alpha A bar, grand A bar, t plus wt plus x. Bon, le x, on se doute bien qu'il changera rien. Je prends x égale à 0, ça ne change rigoureusement rien. Et je remplace. Donc je referai un tout petit peu de vitesse de convergence sur le cas gaussien pour que l'on voit bien la vitesse en fonction de l'effort. Et quel type d'estimateur c'est. Le lien avec des estimateurs, parce qu'on pourrait aussi se poser une autre question en termes statistiques, c'est-à-dire je ne connais pas A, je vois les xt, j'estime A. Estimer là-dedans, un estimateur du drift, c'est essentiellement, je regarde xt sur t. Bon, j'en reparlerai la semaine prochaine, hein, les liens avec les techniques d'estimation. Le problème d'estimation peut aussi conduire à faire du contrôle stochastique avec estimation des paramètres. Bien, j'en parlerai ça la semaine prochaine, je n'ai pas le temps là aujourd'hui. Je voudrais conclure là-dessus en disant, maintenant on va remplacer. Eh bien, que va-t-on trouver? Mu0 exponentielle. Alors, regardons les termes en A2. Il y a un terme en A2, plus ou moins 1,5, et puis il y a un terme toujours en alpha 2, avec AA bar. Donc, cela, je vais les réécrire comme ceci. Moins 1 demi de A moins A bar au carré, alpha 2, t. J'écris, puis après je commente. Moins A alpha xt, donc c'est A alpha wt, au sens de plus. Ce faisant, j'ai créé un terme supplémentaire qui est le A bar au carré. Mais comme je vais le faire, qui dépend ni de A ni de B, comme je vais le faire aussi au dénominateur, je n'ai rien à écrire de plus, si ce n'est qu'à écrire l'intégrale par rapport à mu0 de l'exponentielle de moins 1 demi de B moins A bar au carré alpha 2 t plus B alpha wt. Et donc, je veux comprendre, je vais lire sur cette formule le comportement en temps long. En effet, le comportement en temps long, c'est déjà de dire que Wt, de façon presque sûrement, est vers l'infini, plus ou moins l'infini d'ailleurs,
mais en tout cas, en tout état de cause, il tend beaucoup plus lentement que t. L'espérance de wt carré, c'est t, c'est pas du racine de t, il y a des facteurs de log, etc. Mais c'est en tout cas beaucoup moins que t. Wt sur t tend vers 0 presque sûrement. Donc si je veux regarder le comportement en temps long, c'est les exponentielles en t, avec un facteur multiplicatif par t. Alors, si on a le bon goût d'avoir dans les A possibles A bar, là, c'est gagné puisque ça tend même pas vers 0. Mais vous voyez que, sauf lorsqu'on a pile A bar, ça tend vers 0. Et ça tend plus ou moins vite, suivant l'écart qu'il y a de B à A bar. Donc, pensez, je ne suis pas dans le support. Je suis ici dans le support, c'est évident. A bar n'est pas dans le support, donc tout ça, ça tend vers 0. Et le terme prépondérant, c'est là où ceci est le plus petit possible, parce que c'est ça qui tend vers 0 le moins vite possible. D'accord? Et donc, en regardant cette formule et en l'analysant assez simplement, bien, vous vous convainquez du fait que vous avez la proposition suivante, c'est que le support de MT se concentre, entre guillemets, sur l'argmin l'argmin, c'est-à-dire l'ensemble des minima de la distance de A moins A bar pour A appartient au support de mu0. Tout ce qui est ailleurs tend vers 0 beaucoup plus vite. Parce que ici, vous avez une exponentielle beaucoup plus rapide que celle que vous avez en bas. Donc ça écrase tous les A qui ne sont pas sur cet ensemble de minimisation. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça converge vers une masse de Dirac, ça, hein, parce que vous pouvez avoir toute une zone. Et je dois dire que je soupçonne qu'on puisse démontrer que ça converge vers une masse de Dirac, mais la géométrie devient un peu compliquée parce qu'il faut regarder les comportements des browniens multidimensionnels dans certaines directions liées à l'ensemble des points. C'est peut-être vrai, mais là, flûte, la vie est courte. Donc j'ai regardé en dimension 1. Donc en dimension 1, il y a deux cas de figure. Ou bien il existe un unique point de minimum, ce qui est en particulier le cas lorsque A bar appartient au support. Il existe un unique point de minimum que j'appelle A infini, alors vous voyez que mu t converge vers une masse de Dirac en t tend vers l'infini, vers la masse de Dirac en A infini. Donc ça, c'est le cas. Si on est dans le support, ça converge vers la bonne valeur, A bar. Si A bar n'est pas dans le support, ça converge vers le point le plus proche dans le support. J'ai peut-être fait des hypothèses qui étaient incorrectes, mais ça essaie de les corriger au mieux. C'est assez logique. Et ça, on le voit sur cette formule. Maintenant, s'il n'y a pas unicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux points. Ça, c'est le gros avantage de la dimension 1. Il ne peut pas y en avoir d'autres pour les points les plus proches. C'est là où en dimension plus grande, ça devient plus compliqué. Donc j'ai A bar, parce que le support, en plus, il n'a aucune structure. Ça peut être assez infirmé quelconque. Donc géométriquement, ça peut être une saloperie infâme. Donc vous avez deux points qui sont équidistants de A bar. Et en fait, ce que l'on peut démontrer, c'est que presque sûrement mu t converge quand t tend vers l'infini. Parce qu'on aurait pu se dire, ouais, ça ne sait pas, ça va converger vers un demi du A- et du A+. Pas du tout. Ça choisit son camp.
Et comment ça le choisit? Parce que vous devez regarder le terme d'après. Les deux contributions sont identiques, mais c'est le brownien qui décide. Parce qu'il y a quand même le terme d'ordre inférieur. Et donc ça va se faire suivant de quel côté diverge le brownien. Si le brownien, on est sur les trajectoires où le brownien a tendance à partir vers plus l'infini, ça va choisir A+. Assez logique, hein? Muté, donc si Wt tend vers plus l'infini, alors A+ est égal à A infini. Et si Wt tend vers moins l'infini, donc et la probabilité de chacun de ces événements est 1,5. Et évidemment, l'intersection est vide. A- est égal à l'A infini. Donc la moralité, on est rassuré, l'apprentissage, ça marche. Et OK, on a cette objection de dire si on se plante a priori, on ne pourra jamais rattraper. Mais toute cette analyse qu'on pourrait pousser en dimension supérieure, ça existe peut-être pas d'ailleurs, hein, j'en sais rien. En temps continu, je ne sais pas, bon, bref, j'en sais rien. Dans la littérature, savoir si les choses existent ou pas, ça devient une mission impossible. En tout cas, ma vision de la chose n'est peut-être même pas non plus elle-même originale. Je la partage avec tous les gens qui ont pu la voir. Peut-être aucun, peut-être beaucoup de monde. Quoi qu'il en soit, le point, c'est que même si on se trompe dans les hypothèses initiales, eh bien, ça essaie de corriger au mieux. Et je trouve ça assez spectaculaire. Donc moi, j'ai tendance à penser que même en dimension supérieure, en tout cas en dimension 2, ça va toujours choisir un point. Le caractériser me paraît ça le plus difficile. Choisir un point, il faut montrer que la variance tend vers 0, ce n'est pas très compliqué. Ça, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. En revanche, identifier le point, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Parce qu'on sent bien que c'est... parce que tout ça, je n'ai pas trop écrit les choses, mais il y a des vecteurs là-dedans. Bon, j'ai tout écrit comme si c'était unidimensionnel, mais donc il va y avoir vraiment des directions de fuite du brownien multidimensionnel. C'est plus compliqué. Bon, donc on en est arrivé au point où on voyait que sous des hypothèses générales, on sait qu'est-ce qui se passe en temps long. Cette proposition de convergence, ce théorème de convergence, ne nous dit pas grand-chose sur la vitesse et la relation avec l'effort. On sent que l'effort améliore les choses, parce que l'effort va différencier les taux exponentiels qui sont là. Donc, si alpha est grand, ça va d'autant plus faire la séparation entre les vitesses, entre guillemets, lentes d'écrasement et les vitesses très rapides. Donc ça, lire la vitesse de convergence, c'est un peu compliqué parce que ça dépend aussi de la structure de mu0. Est-ce que le point là, il est de mesure nulle ou pas? On a tous les développements... ça, c'est la phase stationnaire réelle, hein, en fait. C'est même pas de la phase stationnaire complexe, mais c'est vraiment de la phase stationnaire réelle. Et on connaît tous les problèmes qu'il peut y avoir dans les développements limités lorsqu'on veut pousser au deuxième ordre. Premier ordre, c'est ce que je viens de faire. Deuxième ordre, c'est plus compliqué. Et ça dépend de la structure, ça dépend de la régularité, ça dépend de plein de choses. Et ça, c'est typique du phase stationnaire réel, comme dans les grandes déviations, etc. etc. Bon, je n'en dis pas plus. Et donc, pour comprendre un tout petit peu mieux les vitesses de convergence et les liens avec estimation, mais on va regarder ça dans le cas gaussien et regarder, puisque là, on a des équations explicites. Et donc, la semaine prochaine, ce que je ferai, c'est que je terminerai la partie apprentissage pur avec l'analyse du cas gaussien dans lequel on va regarder à quelle vitesse ça converge, etc., etc.